109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Dino Talk, votre podcast en français sur les Raptors. Notre première version longue de la saison pour revenir sur ce début de saison. Et avec moi pour en parler, on a le retour, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu, de Étienne de Raptors France. Salut Étienne. Salut à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, ça fait un petit peu de temps et ça fait plaisir de revenir parler de nos Raptors tous ensemble. On a également quelqu'un qu'on entend très souvent, Alex. Salut Alex. Salut tout le monde. Alex, pour préciser, rédacteur en chef adjoint de dinotalk.com, et je fais la transition parfaite pour introduire Louane, rédacteur sur dinotalk.com. Salut Louane. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de choses à aborder. En premier quart-temps, on va faire un retour sur le premier quart de la saison. On est presque à un quart de la saison. 17 rencontres effectuées. On va se poser la question, est-ce qu'on doit ranger les idées de tank ? Je sais qu'il y en a eu quelques-unes un peu dans la fanbase des Raptors. On va voir si elles sont toujours là ou si la deuxième moitié de ce début de saison a un peu rassuré tout le monde. En deuxième quart-temps, on va aborder un sujet qui fait également beaucoup parler. On va parler de Pascal Siakam. Quel avenir pour nos Raptors avec Pascal Siakam en première option ? En troisième quart-temps, on va aborder la situation du poste de pivot. Situation assez compliquée, on va dire, avec le départ d'Alex Len, Aaron Baines qui joue des débuts de match et qui ne joue plus. Chris Boucher est-il vraiment un pivot ? On va aborder tout ça. Doit-on jouer plus en small ball ? Et pour finir, on va parler un peu psychologie parce que les joueurs en ont pas mal parlé. A-t-on sous-estimé l'impact du fait de jouer loin de Toronto, de jouer à Tampa, de ne pas jouer à domicile ? Donc voilà, messieurs, on va se lancer tout de suite dans le premier quart-temps. Premier quart-temps, c'est parti. Commencer ce premier quart-temps, revenons sur le premier quart de la saison. Les Raptors affichent un bilan, si je ne dis pas de bêtises, de 7 victoires pour 10 défaites. Ils se trouvent actuellement à la 9e place de la conférence Est. Pas très loin des places qualificatives en play-off. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison ? On va lancer la question tout de suite. Doit-on ranger les idées de tank ? Je pense, oui, il est peut-être un peu tôt encore pour parler de tank. On a à peine un quart de la saison, comme on le disait. Surtout que la dynamique de début de saison a vraiment été catastrophique et qu'il y a vraiment eu un virage à 180 degrés depuis quelques semaines maintenant. Donc, il faut peut-être ne pas être aussi alarmiste qu'on aurait pu l'être au début et essayer de voir un petit peu plus loin que le 3 ou 3-4-0, je sais même plus comment on a commencé. On a dû commencer en 0-3, je crois, et gagner le match numéro 4. Mais voilà, il y a eu du mieux, donc il faut continuer. Ouais, on est allé jusqu'en 1-6 même. Et après, ça a été mieux depuis la victoire à Sacramento et de manière générale, un road trip à l'ouest avec des matchs face aux Suns, à Portland, aux Warriors qui auraient pu se solder par une victoire sans des fins de match plutôt mal gérées ou des Suns en feu. Étienne, qu'est-ce que tu penses toi de ce début de saison ? Compliqué, très compliqué ce début de saison. Globalement, ça joue moins bien, ce qui explique en grande partie les défaites qu'on a pu avoir. Il faut quand même également préciser, comme tu l'as dit Mike, qu'il y a eu des matchs, je crois 5 matchs qu'on perd dans la dernière minute quasiment. Et c'est tout bête, hein, mais le problème c'est que sur ces 5 matchs, si tu en gagnes 3, ton bilan n'est pas du tout le même. Tu dois être t'es en 17 au lieu d'être en 7-10. Donc c'est quand même pas la même chose. Donc voilà. Je pense que le bilan est à mitiger, mais ouais, non, ça joue moins bien, c'est un fait. Beaucoup mieux, comme l'a dit Alex, depuis quelques matchs. Je crois qu'on est sur les 7 derniers matchs, on a 5 victoires, je crois. Bon, après, on a affronté quand même des équipes pas en forme, hein, donc ça aide aussi. Mais ouais, non, un petit peu compliqué ce début de saison. Je pense que c'est assez difficile à dire concernant le tank, parce qu'en fait, on est dans une position qui est vraiment
franchement, on peut dire que c'est une position nulle en NBA, cette place de 8-9e, parce que tu es trop bon pour être dans les derniers, mais tu l'es pas assez pour jouer le haut de tableau. Donc c'est un petit peu compliqué, et la 8e place, ça sert pas à grand chose, parce que tu te qualifies en play-off, mais tu te fais dégommer sûrement par Milwaukee ou par Brooklyn ou par Philadelphie au premier tour, donc ça n'a pas tellement d'intérêt. Et cette 8e place, elle ne te permet pas non plus d'être bien placé à la draft, même si, sauf si tu as un petit peu de chance, comme les Pélicans à l'époque de Zion, mais c'est un entre-deux qui n'est pas très clair et pas très bien pour les Raptors. On ne sait pas vraiment ce qu'on peut obtenir avec ça. Donc ranger le tank parce qu'on gagne des matchs, oui, mais faut-il les gagner? C'est ça la question. Donc toi, tu serais plutôt d'avis de laisser filer cette saison, malgré tout? Non, en fait, je pense que la laisser passer, c'est pas forcément pertinent, parce qu'on a quand même, notre équipe est relativement jeune, parce que Boucher, Siakam, OG, Van Vliet, ça reste des joueurs qui sont entre guillemets jeunes. Je sais que Siakam, il a quasiment 27 ans, je crois, donc enfin, ça reste un roster relativement jeune qu'il faut faire progresser ensemble, à moins de tout faire péter. Je pense qu'on en parlera après, mais non, voilà. À la place de Nick Nurse, j'essaierais quand même de donner beaucoup de temps de jeu aux jeunes, notamment à Malachi Flynn, mais ça c'est un autre débat, pour voir ce que l'équipe peut donner, sans forcément effectivement chercher les wins à tout prix, parce que je pense simplement qu'on n'a pas le niveau et le talent pour aller embêter les Cadors cette saison. Donc à voir, ça se réfléchit. Je pense qu'on n'est pas prêt psychologiquement. Enfin, moi personnellement, je suis pas prêt psychologiquement à vivre une saison à 50 défaites, ça va me faire très mal, mais ouais, ça se réfléchit, parce que cette 8e place ou cette 9e place, elle sert à rien. Enfin, dans la NBA moderne, elle ne sert pas non plus à rien. Donc la laisser filer, non, mais faut voir ce qu'on peut tirer de cette situation, quoi. Luan, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce début de saison, et que doivent viser les Raptors, en fait? C'est un peu ça la question derrière. Doit-on ranger les idées de tank? Que doivent viser les Raptors cette année? Est-ce que tu penses, comme Étienne, que les Raptors n'ont pas les moyens d'être une équipe embêtante au premier tour, quand même? Je pense qu'on n'a pas les moyens d'être embêtants, mais en même temps, on n'a pas les moyens non plus d'être dans les dernières places. Donc on va être dans un range entre... Je pense qu'on va quand même accrocher les playoffs en étant 7 ou 8e, mais on ne pourra pas aller ni plus bas ni plus haut. Donc ça va être compliqué. Après, ça va être quand même bien de voir comment vont se débrouiller les jeunes. Enfin, les jeunes. On s'entend, hein, OG, Siakam, Van Vliet, par exemple, les Boucher, pour voir comment est-ce qu'on peut envisager la saison future. Parce qu'on parlait en début d'année de saison de transition. Bon, là, on est en plein dedans. Même si les résultats ne sont pas bons, on va quand même engranger de la confiance et engranger aussi de l'expérience. Donc, je pense que tout n'est pas à jeter. Et puis, on a bien vu, en plus, depuis le match, je dirais, à Golden State, où on est quand même bien revenu. On va gagner à Indianapolis alors qu'on a l'équipe B, ou du moins A'. On montre du caractère et on montre l'envie de ne pas être ridicule et de ne pas jouer les dernières places. Donc je pense qu'on va viser les playoffs, et puis on verra bien après ce qu'on va faire contre un Milwaukee ou un Brooklyn qui va normalement nous sweep, mais bon, on verra bien comment ça va se passer en playoffs. Ouais, en fait, le truc, c'est que les Raptors sont dans une situation particulière. Parce que comme tu l'as dit, ça devait être une saison de transition vers l'acquisition d'un gros joueur l'année prochaine. Ces 2 dernières saisons, de toute façon, l'objectif, c'était clairement de développer nos joueurs à potentiel pour qu'ils arrivent à être le meilleur possible en 2021, avec l'ajout d'une grosse star qui faisait en sorte que les Raptors reviennent en tant que contender. Le souci, c'est que beaucoup de joueurs ont re-signé, dont un certain Greg du côté des Bucks, et maintenant, on a du mal à voir qui ajouter dans ce roster pour lui faire passer à l'étape supérieure. C'est un peu ça, et du coup, qu'attendre de cette saison, c'est compliqué, parce que moi, j'imagine mal, alors je sais, il y a plein de gens qui ne jurent que par la draft, mais c'est pas à chaque draft, même si on me dit qu'il y a des gros potentiels à la prochaine, que tu chopes ton joueur qui va devenir ton franchise player. C'est même quelque chose de rare entre nous. Vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais moi je trouve que c'est quelque chose de rare, et il faut vraiment avoir un coup de chance. Et deuxièmement, les Raptors, pour moi, doivent malgré tout à garder un bon niveau, parce que le problème, c'est que déjà, personne ne veut venir à Toronto. Donc si en plus l'équipe n'est pas bonne,
Pour moi, ça nous met dans un trou, mais complet. Je sais pas ce que t'en penses, Alex. Ouais, c'est assez compliqué d'imaginer la suite pour Toronto parce que on est déjà dans une saison particulière à cause du contexte, etc. Donc déjà qu'on a perdu en 2 ans 4 de nos joueurs majeurs avec de l'expérience et qui étaient des piliers du roster. Donc effectivement, saison de transition, ça semblait plus ou moins inévitable et ça l'est confirmé encore aujourd'hui. Quelle solution vraiment? Il n'y a pas vraiment de solution évidente à mon avis, dans le sens où oui, donner du temps de jeu aux jeunes comme Malachi Flynn, comme disait Ken, je suis tout à fait d'accord. D'autant plus qu'on sent que quand il est sur le parquet, s'il y a une certaine énergie et ça ne demande qu'à avoir du temps de jeu pour acquérir de l'expérience et devenir un petit peu plus sérieux. Et en même temps, la mentalité de Toronto n'est pas vraiment de laisser passer la saison. Donc si nous déjà on n'est pas prêt à vivre une saison à 50 défaites, je suis pas certain que dans l'effectif, le staff et le board de Toronto, ce soit totalement différent. Donc c'est compliqué, mais autant on sait pas trop quels vont être les gros prospects de la draft. On entend parler de certains noms, mais après c'est pareil aussi. Il y a le risque de la loterie, donc tanker pour tomber 6e de draft, bon, c'est pas forcément extraordinaire. Ouais, et puis surtout que Toronto a montré qu'il était capable de trouver des joueurs. Après, vous me direz, c'est pas des stars, hein, mais de trouver des joueurs plus bas et d'en faire de très bons joueurs. Après, maintenant, la problématique, et c'est ce qu'Étienne dit souvent, c'est qu'il manque ce gros joueur à Toronto capable de te faire passer à l'étape supérieure. Alors, dans ce cas-là, Étienne, quelles sont les solutions de trade pour les Raptors? Ça, malheureusement, c'est pas tellement à moi de réfléchir à ce sujet, mais je dis ça parce que nous, souvent les fans, on a tendance à avoir nos joueurs un peu trop beaux qu'ils ne sont, ou plutôt que les GM adverses les voient. De toute façon, en NBA, il n'y a pas de secret. Si tu veux un bon joueur, un très bon joueur, il faut donner un très bon joueur. Il y a pas de, et souvent plus que ça d'ailleurs. Il n'y a pas de secret. Donc, si on veut un joueur, comme tu l'as dit, Mike, et comme j'ai pu le répéter sur Twitter plusieurs fois, si on veut un joueur capable de te faire gagner un titre, parce que au final, c'est ce qui compte en basket, hein, c'est les titres. Hein, c'est bien beau d'être dans le top 3 de la conférence tous les ans pour sortir comme des malpropres en play-off. Bonjour les Clippers. Ça sert pas à grand-chose. Donc, il faut un joueur capable de te faire gagner un titre, et ça passera du coup. Je pense par un trade de nos jeunes, je dirais pas stars parce qu'elles ne le sont pas encore, mais de nos jeunes à fort potentiel. Et je pense que ce sera compliqué d'aller chercher un franchise player sans donner Siakam et OG, puisque je pense que si nous avons tous vu le petit coup de mou de Pascal Siakam, les JM l'ont vu également. Donc je pense que sa valeur, elle a pris un petit coup dans la tête récemment. Donc je pense qu'il faudra mettre OG Anunoby avec. Et après, on pourra peut-être commencer à discuter avec des équipes pour des beaux joueurs. Et ça passera effectivement peut-être par là pour revoir Toronto tout en haut des contenders. Ouais, et puis il y a une question aussi autour de ça. C'est surtout en ce moment, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le silence total de Masai Ujiri. Il s'est pas exprimé après le début de saison raté. On n'entend plus parler de sa prolongation. Il avait dit qu'il s'en occuperait après ce début de saison à gérer, après l'intersaison à gérer. Au final, on n'en entend plus parler. Justement pour conclure un peu cette première partie, parce qu'on parle de l'avenir de cette saison, mais Louane, toi, est-ce que tu es inquiet? Parce que Bobby Webster n'a pas prolongé non plus. Est-ce que tu es inquiet de voir Masai un peu, je sais pas, est-ce que t'as pas l'impression qu'il quitte un peu le navire ou je sais pas, quel est un peu ton sentiment là-dessus? Il y a un peu un silence radio du côté, comme tu disais, de Masai ou de Bobby Webster, alors que normalement ils ont plus l'habitude de parler. Donc ça fait un peu peur. Mais on peut aussi très bien se réveiller demain avec un trade de Lauri, donc avec lui on ne sait jamais. Et c'est un peu ce qui fait aussi son talent. Mais je ne sais pas, non, j'ai pas non plus très peur. Je pense pas qu'il quitterait un navire aussi mal en point. Je sais pas, peut-être mon côté fan et le fait que mon romantisme du sport, mais j'ai l'impression qu'il
peut pas quitter un navire comme ça à la dérive. Donc je pense qu'il va faire au moins 1 ou 2 gros coups avant de partir. Et puis alors, à ce moment-là, on pourra lui dire au revoir, mais pas avant. Alex, est-ce que le In Masai We Trust en a pris un coup cette saison ou pour toi, tu as toujours la grande confiance en Masai Ujiri? Moi, j'ai l'impression en lisant à droite à gauche, mais bon, après, il faut peut-être que je m'écarte un peu de Twitter et des réseaux sociaux parce qu'on trouve des avis très divergents et souvent pas très réfléchis, mais qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? Il a pris du plomb dans l'aile, effectivement, c'est une évidence. Parce que la saison est compliquée et parce que forcément quand tu passes plusieurs saisons dans le top de ta conférence et que tu fais quand même des prestations remarquées en play-off et que la saison suivante tu commences sur des très mauvaises séries, tu joues moins bien, tout est compliqué, forcément tu commences à regarder où est-ce que ça a merdé. Et là quand on regarde les recrues qui sont arrivées, Alex Len a été coupé. Bembry joue très peu et quand il joue, il est loin d'être flamboyant. Aaron Baines, c'est un peu mitigé aussi, même si ça va mieux. Donc, on commence à se demander si les recrues sont aussi pertinentes qu'on aurait pu le penser en début de saison, enfin avant le début de saison. Maintenant, j'ai envie de dire, tant qu'il est là, on n'a pas trop le choix de toute façon, et on est tous conscients qu'il est parfaitement capable de nous sortir dans la demi-heure un trade qui est capable de changer le visage de la franchise. Il l'a déjà montré. Donc oui, il faut lui faire confiance. En tout cas, tant qu'il est là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, sa préoccupation est plus dans les négociations pour lui-même ou pour Bobby Webster ou pour l'effectif? Ça semble être un vrai bazar dans le board. Donc on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous mener. Étienne, pour conclure, ton avis un peu là-dessus? Moi, honnêtement, le travail de Masai depuis le trade de Kawhi, il me plaît pas du tout. Il me plaît pas du tout parce que en une intersaison, tu perds Kawhi et Danny Green. C'est pas tellement de ta faute, mais bon, c'est malheureusement à ton actif. Tu les remplaces pas par des joueurs qui auraient pu être intéressés parce que la franchise a dégagé pendant le titre de 2019. Tu prolonges Siakam à 30 millions par an après 12 bons matchs, ça me semble un peu compliqué. Tu prolonges Van Vliet cet été pour un montant qui me semble un peu trop élevé. Même si Van Vliet fait un très bon début de saison, ça me semble un peu beaucoup. En fait, honnêtement, les décisions que prend Masai depuis 2 ans maintenant, je les trouve vraiment pas bonnes. Je pense que la situation de l'équipe actuellement résulte en partie de ça. Donc, In Masai We Trust, We Trust un peu moins pour ma part. Donc on verra. Comme l'a dit Alex, ça reste un mec qui a beaucoup de, comment le dire poliment, qui est capable de réaliser des gros coups en très peu de temps, et s'il sent que la franchise ne prend pas une bonne direction. Mais ouais, je trouve que le silence radio dont il fait preuve depuis quelques mois maintenant, c'est un peu bizarre, et je n'aimerais pas que cela soit dû à des envies d'ailleurs. Voilà. Parce qu'on a entendu beaucoup de rumeurs du côté de New York, du côté de Washington, qui a évidemment à chaque fois réfuté, sauf que là, on l'entend plus. Donc voilà. Moi personnellement, le travail de Masai ne me plaît pas depuis quelques temps, mais je reste très fan de l'homme et de ce qu'il a pu accomplir. Donc à lui de me faire mentir. Je te rejoins sur cette gestion. Moi, ce qui m'a vraiment déplu, c'est la gestion du cas Serge Ibaka, qui pour moi devait être une priorité. Il n'y a pas beaucoup de pivots de son niveau dans la ligue, en tout cas, qui rentrent au moins dans le profil dont les Raptors ont besoin. Et je trouve qu'ils ont vraiment pas fait l'effort pour le garder. Alors peut-être que c'est Ibaka aussi qui en a un peu trop fait sur le fait qu'il voulait rester à Toronto. Certainement aussi. Mais je pense honnêtement, moi je l'ai déjà dit, je pense qu'on l'a pas respecté et qu'il y avait moyen de lui proposer plus et de le faire rester. Et après, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il avait des grosses certitudes sur Giannis, parce qu'en tout cas, pour faire en sorte de vouloir à tout prix garder ce cap space pour 2021 sans vraiment savoir s'il allait venir ou pas, parce qu'au final, on se retrouve dans cette situation-là. On va avoir un cap space énorme, et au final, il ne va pas y avoir de grands noms sur le marché. En sachant que, on l'a vu cet été encore, peu de joueurs américains souhaitent venir à Toronto.
que Toronto soit bon ou pas, les joueurs américains, il faut dire ce qui est, ne sont pas attirés par Toronto. On recrute des joueurs plus ou moins internationaux ou des joueurs dont, entre guillemets, personne ne veut ou qui ont un esprit revanchard parce que les autres équipes ne les ont pas estimés à la valeur qu'ils estiment. Mais au final, voilà, comme on a l'habitude de le dire, la meilleure recrue en free agent des Raptors, ça reste José Calderon. Et c'est pas une superstar. Donc c'est inquiétant, on va voir. C'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Loan, ou on conclut ce premier quart? Non, après, si on parle des têtes pensantes de la franchise, on peut parler de Nick Nurse aussi, qui me dérange un petit peu. Je sais pas si vous voulez en parler maintenant ou pas. Vas-y, on est sur le bilan de ce premier quart de saison. C'est vrai au final, on a un peu digressé, on n'a pas vraiment parlé du jeu. Donc, si tu veux partir là-dessus, c'est vrai qu'on peut aborder ça pour finir. Ouais, parce que je ne comprends pas trop ces changements. Toutes ces décisions sont assez compliquées à comprendre. Les temps morts ne sont pas pris au bon moment. Les changements sont incompréhensibles. T'en parlais en début d'émission avec Aaron Baines qui est bon et finalement ne joue pas, alors que quand il est pas bon, il joue pas non plus. Et d'autres comme ça, je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple en tête récent, mais je trouve la gestion des matchs par Nick Nurse très en dessous de son niveau. Et pour un coach of the year de l'an dernier, je trouve qu'il fait pas le taf. Enfin, il est aussi à mettre dans la colonne des moins sur cette saison, quoi. Bah, quelqu'un veut rebondir là-dessus? Moi, je veux bien. Ouais, je veux bien. Vas-y. On a connu un Nick Nurse et en fait on l'a tout de suite mis sur un piédestal parce que saison rookie en tant que coach, il est champion NBA, il y en a pas beaucoup. Je crois que Steve Kerr l'a fait et ça doit être tout, il me semble. Et Tyronn Lue, voilà. Donc il a été mis sur un piédestal légitimement, sauf que on dit ce qu'on veut, mais l'effectif qu'a eu Nick Nurse pour être champion NBA, c'était un effectif de champion NBA. Donc c'est quand même plus facile de gagner des matchs quand t'as Kawhi qui plante 35 points dans une série face aux Sixers sur 7 matchs. C'est quand même plus facile quand tu as les arceaux qui sont avec toi et quand tu as un lieutenant Siakam qui était à l'époque laissé libre par les défenses, et Kyle Lowry qui a fait une saison absolument fabuleuse. Mais le fait est que depuis le départ de Kawhi, on a un roster qui est, je pense que vous serez d'accord avec moi, qui est moyen plus dans la NBA actuelle, moyen plus peut-être. Maintenant moyen tout court avec les pertes de d'Ibaka notamment. Et je pense simplement que sans forcément crier sur Nick Nurse, il fait avec ce qu'il a et que perdre des matchs quand ton meilleur joueur plante 12 ou 13 points, ça me semble assez logique. Donc effectivement, il y a beaucoup de reproches à lui faire, notamment sur certains choix de qui faire rentrer, de quand les faire rentrer, ou sur certains systèmes de fin de match qui sont un peu compliqués parce que quand tu marques pas un point, enfin quand tu marques 2 points dans les 6 dernières minutes du match, ça c'est un peu compliqué. Je pense juste qu'il fait avec ce qu'il a et que malheureusement ce qu'il a c'est pas un très beau jouet, quoi. il joue avec quelque chose d'un peu abîmé depuis quelques années et voilà, c'est moins facile de gagner des matchs quand tu n'as plus des superstars dans ton effectif. Donc il est moins bon, c'est un fait. Il y a des décisions qui sont pas bonnes, mais peut-être aussi parce qu'il essaye plus et qu'il essaye de chercher une stabilité en faisant jouer tout le temps les mêmes gars. Donc ouais, c'est évidemment pas satisfaisant malgré un titre de coach de l'année récent. Mais ouais, non, cette année il est pas bon et il est pas bon en partie parce que les joueurs sur le terrain ne le sont pas non plus, quoi. Donc je pense qu'il faut pas tout lui mettre sur le dos. Je suis parfaitement d'accord avec ça, notamment quand on voit la saison qu'il a fait la saison dernière en perdant Kawhi et Danny Green. Coach de l'année, on l'a rappelé, mais il y a eu des très bons passages, une grosse série de victoires historiques. Il y a eu une vraie patte Nick Nurse qui a été visible dès sa première année où il a été champion, mais bon, c'était dans le mélange, il y avait son arrivée, il y avait Kawhi, il y avait un engouement autour de Toronto. Cette saison, elle est un peu à part en fait. La saison suivante, il perd Kawhi et Danny Green, il termine quand même à plus de 50 victoires, ou je sais plus, parce qu'il y a eu la saison a été interrompue, il n'y a pas eu 82 matchs, mais bref, il y a eu une grosse saison encore une fois, tu termines dans le haut de ta conférence.
Et là, cette année, le problème, c'est qu'effectivement, il a encore perdu du monde, quoi. Donc, à un moment donné, il se cherche aussi, et forcément, comme disait très parfaitement Étienne, il est obligé de tenter plus de choses, de faire beaucoup plus d'expérience dans ses rotations. Hein. Il en a parlé dans beaucoup de matchs où il est encore en train de chercher qui va jouer, à quel moment du match, combien de minutes, comment ça fonctionne, en fonction des match-ups, en fonction du momentum, etc. Il est continuellement. En fait, il a aucune certitude, donc. C'est relativement compliqué, mais oui, il y a des décisions qui sont parfaitement critiquables. La gestion des temps morts, notamment, qui est parfois assez catastrophique quand on voit que ton équipe ne plante pas un point et qu'il prend un temps mort déjà très tardif et qu'en sortie de temps mort, la possession elle est foirée parce qu'il y a soit une perte de balle, soit un démouvement complètement forcé. Il n'est pas complètement à exclure de ce début de saison compliqué des Raptors, c'est sûr. Ouais, je vous rejoins. Moi, je suis un peu moins d'accord avec Etienne sur la saison dernière. Je trouve. Bon, après, on va pas refaire ce débat, mais pour moi, la saison dernière, s'il n'y avait pas eu la coupure, les Raptors avaient ce qu'il fallait pour aller en finale. Je pense qu'ils avaient rien à envier aux Heat ou aux Celtics. Seulement, ils ont perdu Siakam entre-temps. Il n'était pas le joueur qu'il était avant. Et à mon avis, avec un Siakam, je demandais même pas un Siakam de avant All-Star Game où il était vraiment sur une autre planète, mais un Siakam à son niveau normal. Je pense qu'on passait Boston. Après, ça aurait été un sacré duel contre le Heat, mais Nick Nurse fait une excellente saison l'année dernière. Le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est que là, on a perdu 2 joueurs majeurs qui, au-delà de leur performance sur le terrain, étaient des vrais leaders et des vrais patrons en fait sur le terrain. On a Kyle Lowry dans le backcourt, mais on a besoin d'un joueur qui vient de derrière et qui dirige un peu tout ça. En plus, il y a eu des changements dans le coach offensif. On sait que Björkgren est parti. Chris Finch apporte quelque chose de nouveau. Il y a peut-être aussi un temps d'adaptation par rapport à cela. Et malgré tout aussi, il faut pas nier que il n'est pas inspiré cette année. Il se cherche avec cet effectif. Et pour l'instant, c'est pas génial. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier quart. C'était très bien. On n'a pas parlé forcément des performances individuelles des joueurs, mais on en parle souvent dans les retours sur les matchs ou dans les previews. Donc c'est bien de rester plus général. On invite tout le monde à aller écouter les previews, à aller écouter les débriefs. On parle beaucoup des joueurs individuellement. Là, on va parler d'un individu en particulier en lançant le deuxième quart-temps. Deuxième quart-temps, c'est parti. On va parler d'un sujet qui va inspirer notre ami Étienne. On va parler de Siakam. Alors, je veux bien mettre en contexte le débat. On ne va pas parler ici de est-ce que Siakam est un franchise player ou pas. On sait que ce ne l'est pas. Est-ce qu'il peut le devenir ? Peut-être, mais pour l'instant, c'est clair et net que pour moi, le débat, c'est pas ça. Mais c'est est-ce que ces Raptors peuvent être une équipe compétitive avec Siakam en tant que première option ? Voilà, c'est ça ma question. Alors on en a peut-être parlé un petit peu en début d'émission, est-ce que les Raptors peuvent espérer plus que jouer le ventre mou de la conférence Est avec Pascal Siakam en première option, entouré d'une multitude de joueurs quand même qui sont de bons lieutenants. Donc voilà, c'est un peu ça le débat. Étienne, je te laisse commencer parce que, à mon avis, je sais que tu vas répondre non à cette question et je te laisse développer là-dessus. Tu as raison, ma réponse est non. Non pour plusieurs raisons. Bon, je vais commencer par l'aspect psychologique. Je pense que Siakam n'a juste pas le mental pour être le leader et la première option d'une équipe, d'avoir le scoring sur les épaules. Quand je dis scoring, évidemment, c'est scoring quand ça compte, dans les 5 dernières minutes, quand les défenses sont resserrées, que le match est serré, etc. Je parle de ce scoring-là parce que planter 25 points face aux Hawks dans un match de saison régulière, ça m'intéresse pas. Je parle vraiment de quand les matchs comptent, quand tu es en play-off, que ça joue souvent demi-terrain, que les défenses te ciblent, qu'il va y avoir des fautes qui sont pas forcément vues par les arbitres, etc. Est-ce qu'il sera capable de prendre le dessus et d'élever son niveau à ce moment-là ? Je pense pas.
Et ça fait suite, évidemment, et du coup c'est mon deuxième point, je vais l'aborder, mais ça fait suite peut-être à son manque de pas de talent, parce que c'est quand même un joueur de talent, mais peut-être à son manque de bagage offensif, parce qu'on est tous d'accord pour dire que les superstars de la ligue actuelle sont des joueurs qui sont capables de se créer leur propre shoot, qui sont capables de t'enchaîner 3, 4, 5 paniers à 3 points s'ils sont vraiment chauds. C'est ce genre de choses. Et évidemment, je ne vais pas limiter la NBA au tir à 3 points parce qu'on sait que c'est plus le cas, mais voilà, on sait que les franchise players et les superstars sont des joueurs qui peuvent concrètement scorer quand il le faut et qu'aucun défenseur ne pourra vraiment y faire grand chose. Personnellement, c'est l'impression que j'avais quand Kawhi jouait chez les Raptors, notamment la série face à Philadelphie que j'ai encore en tête. J'avais cette sensation en fait d'un joueur qui, s'il voulait marquer un panier, le marquait quoi qu'il arrive. Et ça, Siakam, pour moi, ne l'est pas, parce qu'il n'est pas capable de tirer à 3 points de manière constante, parce qu'il est malheureusement plus capable d'aller au drive aussi facilement qu'avant, parce que son spin move, il est très beau, mais il est défendu maintenant. Je pense juste qu'il n'a pas le bagage technique pour être cette première option. Ce bagage technique limité, je pense qu'il en a conscience, et du coup, mentalement, c'est un peu plus compliqué pour lui, parce que son début de saison, je pense qu'il était plus mental que réellement révélateur de son niveau. Donc voilà, ma réponse est non à cette question. Je vais laisser évidemment les autres développer, mais voilà, je pense juste qu'il en a pas le niveau pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que j'espère qu'il va le travailler et qu'il finira par être ce joueur régulier à 3 points, par être ce joueur qui est capable de scorer à mi-distance constamment et de finir au drive quand il peut. Et donc voilà, croisons les doigts, mais je vais pas vous mentir, j'y crois pas beaucoup parce que c'est pas forcément ce type de joueur là, et je pense que c'est juste un très bon lieutenant si le franchise player est colossal. Sinon, je pense que c'est une troisième option. Très bien. Luan? Non, pareil que Étienne, j'y crois pas du tout. Je pense que cette année, il montre un peu ses limites. Par l'avenir, je ne vois pas évoluer au point de devenir quelqu'un qui ne l'est pas, que ce soit dans la tête ou sur le terrain. Il n'a pas ce petit truc qu'ont les stars ou les stars à devenir. En fin de match, il va pas faire gagner un match qui est serré, il va pas mettre les points qui vont compter quand l'équipe adverse fait un run. Il va pas non plus prendre l'équipe sur son dos, comme pourrait le faire par exemple un peu un Lowry, même totalement en fait. Donc non, il n'a pas les épaules pour assumer ça. Et comme disait Étienne, techniquement, il est trop limité. Il essaye de forcer sur un shoot à 3 points qui ne rentre pas. Et on se rend compte que tous ses bons matchs en début de saison ont été quand il prenait très peu de shoot à 3 points et qu'il allait plus dans la percussion et dans la peinture pour essayer de finir de près, où c'est là où il va être un petit peu plus dominant. Mais il n'a pas ce recul pour se fixer sur ses points forts, parce qu'il en a des points forts, c'est quand même pas non plus un mauvais joueur, mais il n'a pas ce recul pour vraiment axer ses points forts et enlever tout ce qui gâche un petit peu son niveau et qui peut énerver beaucoup de fans, et à juste titre, je pense. Et puis il y a aussi eu cet incident contre... alors je sais plus, je crois que c'était à Philadelphie, où il sort en fold-out et du coup il sort de la salle. C'est quelque chose qui ne peut pas être accepté pour quelqu'un qui souhaiterait à l'avenir être une première option. Donc voilà, il faut vraiment qu'il progresse énormément, que ce soit mentalement et techniquement, mais j'ai très peu d'espoir non plus. Moi, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire en disant que c'était pas un mauvais joueur. Je suis d'accord parce que je pense que quand un joueur fait des performances à un moment donné, c'est qu'il est capable de faire ce genre de choses. Mais par contre, son début de saison, il n'était pas juste en demi-teinte, etc. C'était un joueur qui vraiment était mauvais. Genre, il y a beaucoup de défaites qui sont pour lui parce que comme c'est une première option, il prenait beaucoup de shoots, sauf qu'évidemment il ne rentrait pas. Il faisait pas les bons choix. Il a été en fold-out, comme tu l'as dit. Je trouve que ces 6, 7, 8 premiers matchs, c'est pas juste un joueur lambda, c'était vraiment un mauvais joueur, et je pense que nos défaites, c'était en partie... en grande partie à cause de lui. Ça s'est beaucoup amélioré. D'ailleurs, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Ça s'est bien amélioré avec notamment des matchs quasiment en triple-double, et je crois un triple-double. Donc ça a été vraiment mieux sur les quelques derniers matchs, mais le début de saison, c'était vraiment pas beau à voir. Faut dire ce qui est, jusqu'à Boston, on avait le Siakam de la bulle en fait. On avait le Siakam qui était perdu, qui était en doute et qui ne savait plus ce qu'il devait faire sur un terrain, qui avait perdu confiance en son drive et qui se contentait de tirer à 3 points. Mais après, on a quand même retrouvé un très bon Siakam. Après Boston, il y a eu un petit déclic dans ce troisième quart où le match était perdu, où on a eu l'impression, il s'est dit,
bon allez, je vais un peu laver mes démons, je vais tenter de pénétrer, et il s'est rendu compte que en fait, il est capable de dominer Jalen Brown et d'aller lui mettre des paniers en pénétration sur la tête. On dirait qu'il avait un peu perdu ça pendant la bulle, en perdant confiance totalement. Donc, je vais laisser la parole à Alex avant de pas forcément aller complètement à l'opposé de vous, mais en ayant un avis un peu différent. Moi, je vais nuancer un petit peu déjà, revenir sur le niveau de début de saison. Non seulement on avait droit au Siakam de la bulle, mais en plus il avait contaminé tout le monde. Personne n'était au niveau. C'est-à-dire il y avait des shoots ouverts qui rentraient pas, on envoyait brique sur brique sans se poser plus de questions que ça. C'était catastrophique. Donc à ce niveau-là, effectivement, bon, c'est compliqué de gagner des matchs. Ensuite, faut aussi prendre en compte son poste sur le terrain. C'est-à-dire que les franchise players qui jouent 4, c'est LeBron James, c'est Giannis et c'est Kevin Durant. Voilà, là, c'est les 3 premiers qui me viennent en tête si je fais un tour rapide de la ligue. Donc effectivement, me dire que Pascal Siakam, c'est ni LeBron James, ni Giannis, ni KD, oui, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Et le premier qui me dit le contraire, à un moment donné, il va falloir qu'on discute. Mais oui, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui le bloque. Il a eu un gros coup de progression l'année du titre, que personne n'avait vu venir d'ailleurs. Hein. Même nous, on a été les premiers surpris et très heureux de le voir évoluer à ce niveau-là. Même si on savait qu'il y avait de la marge de progression, on ne pensait pas que ça pouvait venir aussi vite. Et maintenant, il accuse le pas, il a quand même pas mal régressé. Est-ce qu'il a une marge de progression encore ? Oui, dans le sens où il a été capable de faire ses performances, je pense qu'il en est toujours capable. Après, ça va dépendre aussi du monde qu'il y a autour de lui, parce que quand on voit qu'il est capable de distribuer le jeu, à partir du moment où il voit que ça se referme devant lui, il est capable de sortir et de trouver le coéquipier qui est un petit peu plus libre. Il est capable de le faire. Donc si tout de suite les coéquipiers que tu mets à côté sont dangereux, ça aide, ça va lui libérer des espaces pour lui aussi. Mais non, clairement, Pascal Siakam en première option, déjà cette saison c'est impossible d'aller très loin vu l'effectif qu'il y a autour. Et je vois mal la possibilité d'améliorer considérablement l'effectif sans faire de Pascal Siakam un lieutenant au mieux. Ok. Moi, en fait, pour moi, le problème, c'est qu'est-ce qu'on attend de lui. Est-ce qu'on attend un Siakam qui prend la balle en ISO, qui va se créer son tir et qui va scorer 30 points comme ça. Là, c'est sûr que Pascal Siakam en première option de cette manière-là, c'est voué à l'échec. Comme tu l'as dit, Alex, Siakam, c'est pas LeBron James, c'est pas Giannis, Siakam a ses qualités. Pour moi, Siakam, c'est un des meilleurs joueurs en pénétration de la ligue quand il est en 1 contre 1. Le problème, c'est que maintenant, en tant que première option, si tu lui donnes des balles en ISO, les défenses adverses vont se regrouper et l'attendre. Ce que les Raptors ont été capables de faire dernièrement beaucoup mieux, c'est d'avoir un Pascal Siakam en mouvement quand il prend la balle et qui peut déjà avoir un avantage sur son adversaire direct quand il prend la balle. Ensuite, là où il doit progresser et où il a progressé, c'est sa lecture de jeu. Alors c'est pour ça que moi, j'attends pas forcément un Siakam à 35 points par match. Si on a un Siakam qui tourne à 20 points par match et qui est à 5 ou plus passes par match, là, les Raptors peuvent devenir une équipe très intéressante à partir du moment où tu as des armes, comme tu as dit, Alex, autour de lui pour scorer. Le truc, et là je vais rejoindre Etienne et Louane, c'est les fins de match. Et là, le manque qu'il a clairement, c'est un go-to move. C'est ça ce petit truc que vous avez dit, quand on avait le ballon dans les mains de Kawhi, on sait à mi-distance, il va tuer n'importe qui en face. Quand tu donnes le ballon à LeBron, bon lui il peut faire tout ce que tu veux, tu sais qu'il va trouver la solution. Quand tu donnes le ballon à KD, tu sais qu'il a son pull-up à 3 points, personne ne peut le contrer. Voilà. Le problème, Siakam n'a pas ce go-to move. Et là, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un manque de fondamentaux qui est en fait dû au fait qu'il a commencé le basket très tard et que pendant très longtemps, il était juste considéré comme un joueur qui apportait de l'énergie. Et en fait, il a travaillé ses moves sur le tard. Donc, pour l'instant, je suis totalement d'accord avec vous. En première option, ça risque d'être juste. Après, là où j'ai confiance en Siakam, c'est sur le fait que c'est un bosseur et que les moves, il les travaille. On commence à voir quelques tirs à mi-distance qui, dans le cours du match, rentrent. Pour l'instant, c'est pas ça en fin de match parce qu'il n'a pas la confiance dans ce tir-là. Mais je pense, avec le temps, mais est-ce qu'on va lui laisser le temps ?
il peut développer ce petit tir à mi-distance, comme Adebayo est en train de faire d'ailleurs. Adebayo est en train de devenir très bon là-dessus, et d'ailleurs, il est en train de passer à un autre niveau, Adebayo, en ce moment. Lui aussi, on parlait de son contrat, on disait oulala, c'est beaucoup, mais on voit qu'Adebayo commence à développer ce tir-là, tout en étant un excellent défenseur, l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. J'ai pas parlé de ça aussi. Pour moi, Siakam est un des meilleurs défenseurs de la ligue sur sa polyvalence. Il est vraiment capable de défendre sur beaucoup de positions. Il rentre parfaitement dans le système de jeu des Raptors. La saison dernière, malgré ses difficultés dans la bulle, il faisait partie des joueurs qui contestaient le plus de tirs à 3 points. Donc dans un 5 où tu as Siakam plus Boucher en défense, c'est vraiment très intéressant. Surtout dans le système de jeu des Raptors qui sortent beaucoup à 3 points et tout ça. Donc je dirais Pascal Siakam en première option. Cette année, ça risque d'être encore juste. C'est sûr. Mais j'ai espoir, contrairement à Étienne et Loan qui sont plus pessimistes là-dessus, j'ai espoir qu'il puisse devenir plutôt fiable. Après, je vais vous rejoindre. C'est sûr que Siakam ne sera jamais plus fort que lorsqu'il est accompagné d'une star, qui lui libère des espaces, qui lui permet d'avoir justement des 1 contre 1 avec une défense moins resserrée. Et là, on le sait, en finale NBA, le duo Siakam-Kawhi, c'était du niveau de Jordan Pippen. C'était à ce niveau-là, au niveau des points marqués en finale. C'était l'un des meilleurs duos de l'histoire des finales NBA. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, ça me dérange si on doit chercher un trade pour trouver une star et se séparer de Siakam, en fait. Je sais que ça peut être inévitable, mais pour moi, j'ai du mal à nous voir bien meilleurs et être contender si on doit se séparer de Siakam plus éventuellement Van Vliet ou OG et d'imaginer que l'équipe sera bien meilleure, en fait. Je sais pas. Ça dépend qui tu vas chercher. Ça dépend qui tu vas chercher. Mais imaginons, on va chercher Bradley Beal, par exemple. Est-ce qu'un Bradley Beal fait passer à un niveau supérieur à Toronto en perdant Siakam et OG défensivement, ne serait-ce que défensivement par exemple? Non, je suis d'accord avec toi. Non, quand je te disais ça dépend qui tu vas chercher, tu as mis t'as dit exactement l'exemple que j'avais en tête. Si tu perds OG et Siakam pour Bradley Beal, bah tu stagnes. Je pense que tu stagnes. Tu n'es pas moins bon, mais tu seras pas contender. Donc voilà. Après, comme tu l'as dit, on a beaucoup de cap et en fait, je pense que l'idée de Masai, s'il sort un jour de sa sieste, je pense que l'idée c'est d'aller chercher une superstar, aller chercher un joueur du niveau de Bradley Beal, qui pour moi est une superstar, mais ça c'est un autre débat, et de l'entourer après avec des signatures à la Free Agency 2021, parce que comme on l'a dit, il y a pas mal de joueurs et sans même aller chercher une deuxième superstar, bah tu peux signer des mecs qui sont très très bons et qui peuvent de suite te rendre ton équipe vraiment meilleure parce qu'ils entoureront Bradley Beal. Voilà. Je pense que c'est l'idée et c'est personnellement comme ça que je ferai. Et dans l'idéal, j'essaierai surtout de pas perdre de Giannunoby. Voilà. C'est clair, je suis d'accord avec toi. D'accord, ouais, c'est un point de vue que je respecte et c'est un bon point de vue. C'est compliqué en fait, hein. C'est vraiment compliqué parce que je pense que Toronto mais il y avait vraiment trop de certitudes sur 2001 et du coup ça devient compliqué. Quelque chose à ajouter sur le cas Siakam? Je pense qu'on a vraiment bien fait le tour avec des idées un peu divergentes, mais au final, on va un peu tous dans le même sens. C'est juste sur l'évolution de Siakam qu'on n'est pas forcément d'accord. Ouais. Mais voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou sinon on passe à la suite? Non, peut-être une question. Ah, vas-y. Ouais, est-ce qu'il y a un monde qui existe où les Raptors deviennent contenders en finale avec Siakam encore dans le roster? Parce que moi, je pense question. Que pour retourner en finale, ou en tout cas pour être un vrai contender, je pense qu'il va falloir faire un trade et Siakam ne pourra pas être dans le roster, malheureusement. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que à moins d'avoir beaucoup de chance et de signer un Kawhi Leonard en free agent, je pense, comme tu l'as dit, que pour aller en finale NBA, il faut une superstar et que cette superstar, on ne l'aura pas sans trade de Siakam, je pense. Ou alors ce sera plus long et il faudra choper un rookie extrêmement bon à la draft au prix de 1 ou 2 saisons catastrophiques. Ouais. Et dans ce cas-là, tu redeviens potentiellement contender d'ici 6-7 ans, quoi. Ça va être long, hein? Ouais. Et est-ce que
Alors ça ferait mal aux Raptors, mais on sort un peu du sujet. Est-ce que vous imaginez, mais après je ne pense pas parce que je ne vois pas qui lâcherait une superstar, mais est-ce que vous imaginez peut-être un package autour de Lowry dès cette saison? Je vais prendre la parole là-dessus parce que c'est pas que ça me tient à cœur, mais je suis un amoureux de Kyle Lowry. Honnêtement, si la saison continue sur ce rythme-là, à savoir 7 victoires en 10 matchs à peu près, voilà, je pense qu'on est dans ce niveau-là. J'espère qu'il partira. J'espère que Masai lui offrira la chance d'aller dans un contender qui a vraiment besoin d'un meneur. Je pense notamment d'un meneur. Je pense notamment à Philadelphie. Ils ont Ben Simmons, mais ce sera pas vraiment le même rôle que Ben Simmons. Donc je pense à Philadelphie et aux Clippers qui ont vraiment besoin d'un gestionnaire, d'un meneur top 5. Voilà, c'est redit. J'espère vraiment que Masai lui offrira cette chance parce que j'ai pas envie que Kyle finisse sa carrière dans un roster des Raptors qui est en demi-teinte, qui vise une place entre la 10e et la 6e. Ça m'énerve un peu, donc j'espère vraiment qu'il aura cette chance d'aller apporter et de contribuer vraiment dans une équipe qui joue le très très haut de tableau. Alors je te rejoins là-dessus pour Kyle Lowry, même s'il peut le faire la saison prochaine en étant agent libre. Mais le truc, c'est que ces deux équipes que tu as citées, ou n'importe quelle autre équipe, je ne vois pas une équipe lâcher un franchise player pour nous pour récupérer Kyle Lowry, tu vois ce que je veux dire? Non. Ok, je me suis mal exprimé. Non, si le trade il a lieu, si le trade a lieu, je sais pas parler, ce serait contre pas grand chose, hein, ce serait contre un petit jeune, etc. Enfin, genre vraiment libérer Kyle Lowry, quoi, le laisser tranquille et lui permettre de jouer autre chose. Je vois pas du tout un trade de Lowry dans un blockbuster trade avec une superstar. D'accord. C'est pas du tout l'intérêt. Non. Par exemple, j'avais eu écho de certains packages que les Sixers pourraient proposer. Ce serait pour aller récupérer un petit pick et un jeune genre Maxey ou des trucs comme ça qui sont des bons petits joueurs et qui peuvent dans le centre de formation des Raptors devenir des futurs très bons joueurs NBA. Donc voilà, c'était plutôt à ça que je pensais parce que en fait il a tellement rendu de service que je pense qu'on peut ce serait cool qu'on puisse lui faire ce cadeau sans forcément récupérer beaucoup en échange parce que c'est pas non plus l'intérêt de saigner l'équipe dans laquelle il va aller. Ouais, voilà, ok, on est d'accord. Très bien, donc on écarte l'idée de toute façon se séparer de Lowry pour récupérer une star. A priori, il n'y a pas de contender puisque par définition ce sont des contenders, ils vont pas vouloir s'affaiblir plus que ça. On va pas nous échanger un gros joueur contre Kyle Lowry de toute façon. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très bien, on va fermer cette page du deuxième quart-temps. On passe tout de suite au troisième quart-temps. On va aborder la situation du poste de pivot qui est assez particulière cette année. On a perdu 2 joueurs très importants, comme je l'ai dit avant dans l'émission. On les a remplacés par un joueur sur qui j'avais pas mal d'espoir et qui pour l'instant est en difficulté, Aaron Baines, et par Alex Len qui n'est même plus dans l'équipe. Nick Nurse a beaucoup joué petit. Nick Nurse a fait confiance à Chris Boucher sur le poste de pivot, mais qui montre ses limites face aux joueurs physiques. Comment vous voyez un peu la situation du poste de pivot cette année, Loan? Est-ce que tu veux commencer? Qu'est-ce que tu en penses de manière générale déjà? J'ai l'impression qu'on a perdu deux pivots majeurs de la ligue, c'est même sûr, et on les a remplacés par un pivot et demi, dont un jeune et quelqu'un qui a toujours été bon dans les équipes où il allait, mais n'a jamais été un pivot très, très solide. Donc, quand tu ajoutes à ça le fait que Baines n'a pas réussi à directement s'incorporer dans le collectif des Raptors, même si là c'est un peu mieux depuis 1 ou 2 matchs, ça a été compliqué au début. Un Boucher qui a surperformé et qui maintenant rentre un peu dans le rang, je pense que c'est son niveau actuel, c'est le niveau qu'il a à peu près, quoi. C'est-à-dire entre 12 et 15 points sortis de banc, et c'était déjà très bien. Mais voilà, c'est le poste où on s'est le plus affaibli et on n'arrive pas forcément encore à trouver la solution pour embêter les peintures adverses. Ouais, je pense vraiment, pour aller dans votre sens, quand vous disiez que on ne peut pas espérer plus cette année et face aux grosses équipes, je pense que là c'est clairement le point faible des Raptors. Quand tu vas affronter des Miami Heat, des Sixers surtout, avec un Embiid qui est sur une autre planète cette année, mais même en fait
des équipes qui n'ont pas forcément de gros joueurs au poste de pivot. Le problème, c'est qu'on n'a pas de rim protector au-delà de Boucher qui ne va pas jouer 40 minutes quoi qu'il en soit. Donc c'est vraiment compliqué. Que faire en fait, Étienne, que faire par rapport à cette situation du poste de pivot? C'est une très bonne question ça, parce qu'en fait notre situation, comme tu l'as dit, c'est pas qu'elle est préoccupante parce qu'on sait très bien qu'on joue pas grand chose, mais on avait, enfin Alex Len a été coupé, mais du coup là notre situation c'est un pivot à l'ancienne, Aaron Baines qui est pas capable de poser un dribble et de shooter à plus de 30 cm du panier, et on a Boucher qui est capable de shooter correctement mais qui fait 12,50 kg. Donc personnellement, tu parlais d'une série face aux Sixers, je prie pour qu'elle n'arrive pas, parce que si honnêtement une série de playoffs face aux Sixers avec Embiid qui sera revanchard de la défaite en Game 7, je pense honnêtement qu'il est à 40 points de moyenne, et personne aux Raptors ne peut empêcher Embiid de planter cette saison, personne. Donc la situation, il n'y a pas, malheureusement pas grand chose à faire, parce que de toute façon ça sert pas à grand chose d'aller recruter ou d'aller trade pour un bon pivot, parce que de toute façon tu joues pas grand chose, tu vas te séparer d'un jeune sur les lignes arrière pour ça, donc ça sert à rien. Je pense qu'il faut faire le dos rond et choisir son poison, comme beaucoup de personnes ont l'habitude de dire ça en NBA, choisir son poison, mais t'acceptes de prendre une mixtape des pivots adverses et t'essayes de faire le travail sur les lignes extérieures, quoi. Mais là franchement, en termes sur le poste de pivot aux Raptors, ils sont à 2 doigts de m'appeler pour me proposer un contrat, hein, parce que il y a personne, c'est terrible, on n'a rien du tout. Et comme on l'expliquait en off tout à l'heure entre nous, pour moi Boucher est un poste 4, c'est même pas un pivot, donc situation très compliquée. Alex, au final, on voit que c'est plus souvent OG Anunoby qui est le pivot quand Baines est sur le banc. Siakam est passé un peu sur le poste 5, mais généralement, en fait, quand il y a OG et Siakam, en réalité, c'est OG le pivot dans ce 5-là. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté? OG est le pivot en position défensive. C'est ça. Effectivement, en position défensive, on l'a vu souvent s'occuper du plus gros joueur adverse. Après, en ce qui concerne le vrai poste de pivot d'un côté purement offensif, Toronto cherche pas un pivot à la Embiid. Il cherche un pivot qui est capable de vivre quasiment 90% du temps au large pour ouvrir des espaces à des joueurs très forts en pénétration comme Siakam, comme Van Vliet, comme Laurie et comme OG Anunoby. Donc en fait, sur les 4 joueurs titulaires, ils sont tous très bons en pénétration, donc tu cherches un 5e capable de leur ouvrir des espaces. Pour l'instant, Aaron Baines, ça n'est pas le cas. On a tout de suite, quand on l'a vu arriver, on s'est tous dit « Waouh, ça peut vraiment le faire, il est capable de faire ce genre de choses, etc. » sans aller jusqu'à être ultra dominant, mais il est capable d'ouvrir les espaces et d'avoir cette intelligence de jeu. Pour l'instant, ça se voit pas. Non seulement parce qu'il joue pas énormément, mais alors en plus parce que quand il joue, c'est pas forcément toujours exceptionnel. Et comme vient de le dire Étienne, effectivement, Chris Boucher, oui, il vit au large, oui, mais il n'a pas la capacité de tenir le poste de pivot. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. On a des postes extérieurs ultra pleins en termes de nombre de joueurs, mais alors à l'intérieur, c'est le vide. Ouais, et c'est là qu'on peut pointer du doigt une nouvelle fois ce que disait Étienne tout à l'heure, le recrutement de Masai Ujiri. L'effectif n'est pas équilibré du tout en fait. On a beaucoup trop de joueurs sur les postes arrière. On a l'embarras du choix et parfois même trop l'embarras du choix. Nick Nurse ne sait même plus qui faire jouer. Il a fait jouer 12 joueurs hier qui se sont relayés parce qu'ils cherchent des solutions. Et au final, à l'intérieur, on se retrouve à faire jouer des postes 3, des postes 4. Et voilà, c'est compliqué. Alors comme dit Étienne, on doit choisir notre poison. Je pense qu'on va partir du principe de toute façon cette saison que on sera plus petit que l'adversaire sur ce poste-là sur la plupart des rencontres et les joueurs vont devoir se donner à 200% pour venir en aide, pour faire des prises à deux et switcher dans tous les sens, mais ça reste une situation très compliquée. Si on devait imaginer un trade, je sais que Étienne, tu es très fan de André Drummond, je le suis beaucoup moins. Est-ce que vous voyez quelqu'un à aller chercher? Alors Drummond, pour moi, c'est un peu compliqué par rapport à son salaire, mais dans une moindre mesure, est-ce que vous avez un joueur Maggie apparemment est convoité par Nets, mais est-ce que vous auriez un joueur en tête qui ne serait pas forcément
coûteux et qui est éventuellement une équipe, un joueur peut-être qui ne joue pas, qui serait revanchard et qui pourrait apporter un peu. Est-ce que quelqu'un a une idée pour essayer de peut-être faire avancer ça du côté du poste de pivot, ou est-ce que vous êtes vraiment résigné à se dire ok, on va être plus petit pendant toute la saison et de toute façon on n'attend pas grand-chose? Moi perso, j'ai pas d'idée. je vais pas apporter grand-chose au débat, mais comme tu l'as dit, je suis un grand fan d'André Drummond parce que je trouve que c'est un très très bon joueur et même s'il a cette étiquette années 70, ça reste quelqu'un qui est capable de tourner les yeux fermés en 20-20, ce que je trouve fabuleux. Mais effectivement, c'est un peu cher. Donc Jamal McGee, je pense, partira dans une équipe qui joue plus haut, enfin le plus haut de tableau. Mais non, du coup, non, j'ai pas d'idée en tête. Mais en fait, moi, ça m'embête un petit peu de me séparer probablement d'un jeune ou deux pour aller chercher un pivot juste pour limiter la casse sur une saison où de toute façon on joue rien, quoi. Ça m'embête un petit peu. Donc je ne sais pas si ce sera vraiment dans les plans. J'espère que ça ne le sera pas. Loan, le même avis ou un avis différent? Non, mais sur Drummond, je voulais revenir dessus. Si on cherche quelqu'un qui, pour fitter avec l'ADN Raptors et nos joueurs, aille plus au large, je pense que Drummond, du coup, c'est une erreur de casting. Pas faux, c'est vrai. Surtout au salaire qu'il a. Bah, moi, en fait, en soi, Drummond, pour moi, le problème reste défensif avec Drummond, en fait, surtout dans le style de jeu des Raptors. Drummond, dès qu'il va switcher sur un petit, tu sais que tu prends un panier. C'est pas un bon protecteur d'anneau. Et en attaque, on parle de Baines qui marque pas à plus de 80 cm. Drummond, c'est exactement la même chose. Alors certes, il va prendre beaucoup de rebonds, mais combien il va te coûter de points derrière? Donc voilà, moi c'est ma question avec Drummond. Je sais que Étienne veut pas se fâcher avec notre ami de Pistons FR. Alors il va défendre Drummond, mais non, c'est pas ça. C'est juste que je trouve, notamment son début de saison à Cleveland, où défensivement il est très très bon. Donc, enfin, pour avoir regardé un petit peu les Cavs et pour avoir discuté un petit peu avec Cavs FR sur Twitter, Drummond fait vraiment partie des piliers défensifs des Cavs, qui sont honnêtement une bonne équipe défensive cette saison, avec notamment Larry Nance qui est fabuleux apparemment. Moi, je trouve qu'on est souvent un petit peu dur avec lui parce que il défend bien, il prend ses rebonds et tu comparais avec Baines, qui est pas capable de marquer à 30 cm à plus de 30 cm, mais Baines il est pas capable de scorer tout court. Donc ça fait une petite différence avec Drummond qui a fait récemment un match en 25 points, 23 rebonds, quoi. Bon, après évidemment c'est des perfs ponctuels, mais on sent que c'est un joueur qui est capable, enfin qui en a sous le pied, quoi. Mais par contre, je rejoins Louane, c'est peut-être pas l'ADN Raptors. Je suis d'accord avec ça. Parfait. Donc, de toute façon, je pense qu'on est d'accord sur par rapport au salaire. À mon avis, c'est pas faisable. J'irais même plus loin que ça pour conclure. C'est que aujourd'hui, les pivots qui pourraient éventuellement arriver et changer le visage de l'équipe, ils sont verrouillés. Donc, à partir de là, c'est compliqué d'aller effectivement, comme disait Étienne. Se séparer d'un joueur qui aura une valeur potentiellement plus utile d'ici quelques mois, juste pour limiter la casse aujourd'hui, quoi. Ouais, je suis d'accord. En fait, il n'y a pas beaucoup de pivots qui ont le profil qu'on cherche. En fait, le profil idéal aurait été Miles Turner, mais les Pacers, ils sont pas prêts de le lâcher, surtout pour un jeune ou quoi que ce soit. Ils ont une équipe très solide cette année, donc ouais, c'est compliqué. C'est bien dommage. C'est compliqué. C'est bien dommage. Ah, il ferait du bien celui-là. Ah oui, grand fan de Miles Turner ici. Dédicace à mes amis fans des Pacers, mais vous avez là un très bon joueur et très mal exploité en plus. Je pense qu'on peut être que fan de ce joueur qui a toutes les caractéristiques d'un pivot moderne. Franchement. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il fit très bien avec les Raptors. Donc, Ah bah oui. Ah non, mais do your things. On va lancer une propagande. C'est la première chose qu'on s'est dit avec Max de Raptors Belgique après le premier match, c'est qu'en fait le pivot qu'il nous faut, il était en face. C'était clair et net. Et en plus avec Björkgren là, les Pacers vont vraiment se régaler cette année. Ok, je pense qu'on a bien fait le tour de la situation du poste de pivot.
On va finir sur le quatrième carton. Quatrième carton, c'est parti. Un sujet qui devrait être un peu plus court, mais je voulais quand même avoir votre avis parce que beaucoup de joueurs en ont parlé. J'ai aussi posé la question à Chris Boucher dernièrement. Est-ce qu'on a sous-estimé l'impact du fait que les joueurs, les Raptors ne sont pas à Toronto? L'impact mental surtout, est-ce que ça n'a pas joué sur le début de saison? On a l'impression que c'est mieux, ils commencent à se sentir plus à l'aise. Depuis surtout qu'il n'y a plus les fans adverses, j'allais dire, vous voyez, parce qu'on est à domicile, mais c'est les fans adverses qui sont là. Est-ce que ça fait pas partie également, ça fait pas partie intégrante de ce mauvais début de saison? Pour moi, la réponse est oui. À 100%, forcément, ça a un impact qu'on a peut-être négligé avant le début de la saison. Effectivement, comme tu l'as dit, ça va mieux et bizarrement, ça coïncide aussi au moment où les fans ont été interdits dans la salle, dans l'État de Floride. Est-ce que ça va mieux, ça va continuer à aller mieux au fil de la saison, que les joueurs vont commencer à s'y habituer, à trouver leurs repères, leur routine? Je sais qu'il y a encore quelques semaines, ils n'avaient pas tous un appart. Donc déjà, à partir de là, pour moi, c'est compliqué de te mettre les idées en place et de trouver ta routine quotidienne pour pouvoir avoir de la confiance et des habitudes. Il faut aussi mettre en place l'impact que ça a sur les équipes adverses, qui du coup ne jouent pas vraiment à l'extérieur, ça joue un peu sur terrain neutre, donc dans la préparation c'est pas la même. Oui, ça a obligatoirement un impact. Donc raison de plus pour faire de cette année une saison de transition. Ouais, voilà, je voulais revenir Chris Boucher qui m'avait dit, je lui avais demandé, est-ce que vous avez l'impression de retourner à domicile lorsque vous rentrez à Tampa? Il m'avait dit que c'était pas le cas. Voilà, c'était pour. Donc après, moi, j'avoue qu'en début de saison, on m'avait posé la question et j'avais dit non, je pense que c'est des professionnels qui vont rapidement s'adapter. En même temps, je vais peut-être être un peu sévère avec eux, mais des personnes, des professionnels qui sont obligés de quitter leur domicile pour aller travailler ailleurs pendant quelques mois, c'est pas quelque chose qui n'existe pas dans la vie de tous les jours. Et je pense que tu peux être capable de t'adapter. Donc après, ils avaient peut-être pas forcément tous leur appartement. On a vu Norman Powell qui s'est trouvé une belle maison dans Open Gym. Malgré tout, ils ont pas ces soucis-là. Eux, ils ont pas le souci de devoir trouver une maison. Ils ont pas le souci qu'on a nous tous si on va travailler à l'extérieur. Tout est fait pour eux pour être dans les meilleures conditions. Donc prendre ça comme une excuse, des fois, je me dis c'est un peu facile. Qu'est-ce que t'en penses, Étienne? Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que on peut pas tout mettre là-dessus parce que, comme tu l'as dit, c'est des professionnels et que des personnes amenées à quitter le domicile pour 6-7 mois parce que il y a une mission à faire à l'étranger ou dans une autre ville, ça existe et pas que dans le basket professionnel. Cela dit, je pense quand même que quand tu vois pas ta famille constamment et que tes relations sociales sont un peu plus compliqué, que tu vois pas tes enfants par exemple, ça peut être un petit peu embêtant. Et ce côté évidemment repère aussi de Toronto qu'on n'a pas peut être embêtant parce que on se rend pas compte, mais en dehors de l'aspect ville, je pense juste que tu as souvent des repères dans la salle. J'avais lu un article je ne sais plus quel jour c'était, mais j'avais lu un article d'un joueur qui expliquait que quand il jouait à domicile, il avait ses repères, parfois dos au panier, il savait exactement où est-ce qu'il était, parce qu'il savait qu'à tel endroit, tel siège correspondait à tel endroit du parquet, etc. Et en fait, je pense que tous les joueurs des Raptors qui sont là depuis longtemps avaient leurs repères dans la Scotiabank. Oui, voilà. Je pense qu'ils avaient des repères et du coup, tu les as plus, quoi. Donc, je pense que c'est un tout qui fait que ça aide pas et que quoi qu'il arrive, on jouera 72 matchs à l'extérieur. Exactement. Et quoi qu'il arrive. Les Raptors seront bien meilleurs, à mon avis, s'ils reviennent à Toronto. Loan, est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus? Ouais, mais il y a aussi le fait que avec la bulle plus cette saison extérieure, c'est peut-être aussi beaucoup d'un coup pour les joueurs mentalement. Le fait de ne pas voir sa famille une première fois durant la bulle, se dire que ça y est, on en est sorti et finalement y retourner un petit peu, ça peut être compliqué à gérer. Et puis surtout quand tu commences à jouer à domicile, entre grosses guillemets, et que tu enchaînes les défaites, ça aide pas non plus à apprivoiser ta nouvelle maison, ta nouvelle salle, et à trouver des repères de confiance et d'enchaîner sur une bonne dynamique. Donc tout ça, je pense que ça joue plus que
que ce qu'on pouvait penser à la base. Ouais, Sans moi je vais compter que cette succession bulle puis jouer à l'extérieur, t'es la seule équipe de la Ligue à l'avoir. C'est-à-dire que les autres équipes qui ont participé à la bulle ont fait tout cet effort et sont revenues aujourd'hui à domicile, certaines même avec leur public limité, mais il y a quand même des fans dans la salle. Toronto est allé dans la bulle et rentré, a pas su pendant plusieurs semaines s'ils allaient pouvoir rester à Toronto ou pas, puis finalement repartent. Mentalement, je peux comprendre que ça doit être compliqué en termes de repères. Je dis pas que c'est toutes les raisons pour lesquelles la saison est compliquée, mais je dis que l'enchaînement peut être difficile à avaler. Ouais, je vais nuancer ce que j'ai dit. J'ai volontairement été dur pour essayer de relancer le débat parce que je pense qu'on est tous d'accord que ça a eu un impact, bien sûr, et surtout il faut remettre dans le contexte. C'est que c'est le contexte de pandémie avec tout un quotidien à réorganiser au-delà de ton quotidien habituel. C'est les gestes barrières, le fait de devoir faire attention en permanence, un protocole à suivre. Donc forcément, et comme tu l'as dit Alex, tu n'es pas chez toi et tu es la seule équipe à ne pas être chez toi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. J'ai volontairement été plus dur, mais il faut quand même remettre dans le contexte. Forcément, c'est pas la même chose que habituellement quand quelqu'un va travailler à l'étranger et qu'il peut faire ce qu'il veut et qu'il n'y a pas de pandémie mondiale, et c'est bien sûr c'est différent. Donc je pense que ça a eu un impact, et justement ce que j'ai dit, c'est peut-être ce qu'on s'attendait en début de saison, en se disant ok, ils vont gérer ça, c'est des pros, ils sont habitués dans la bulle, on les met dans un cocon, de toute façon ça va être tranquille. Et au final non, c'est pas si facile que ça. Et je pense que Étienne, t'as bien souligné le fait que les repères dans une salle, c'est très important. L'Amalie Arena, c'est pas le Scotiabank Arena, donc c'est des repères à trouver. Et je pense que ça, en plus, la pré-saison a été très courte, donc c'est pas en 2-3 matchs que tu les as. Le centre d'entraînement, c'est assez particulier. On a vu, c'est une salle de bal avec un lustre en haut. C'est carrément différent. Je sais que les salles de l'Ovio Center, ça reproduit un peu l'environnement de Scotiabank Arena, donc c'est vraiment différent. Je pense que petit à petit ça va aller mieux au fil de la saison, mais malgré tout on espère quand même qu'ils retrouvent Toronto après le mois de mars. Pour l'instant je serais pas forcément optimiste là-dessus parce que on voit que les campagnes de vaccination et tout ça, ça a du mal à se mettre en place. J'ai pas l'impression que la situation s'améliore, que ce soit ici au Canada et encore moins aux États-Unis. La preuve, en Floride, ils ont fait marche arrière et ils ont enlevé les fans. Là, ouais. Je crois qu'à Miami, ils vont les remettre bientôt, mais je sais pas si ça va se faire ou pas. Du coup, je sais que San Antonio aussi, du coup, ils ont décidé de repousser ça. Donc voilà, pour finir, je sais pas quel est votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que on part sur une saison hors de Toronto toute l'année? Honnêtement, je pense qu'on est parti sur toute la saison à Tampa Bay. Hein. Enfin, j'espère me tromper et c'est peut-être un petit peu mon côté pessimiste qui prend le dessus, mais j'ai du mal à voir comment, vu la situation actuelle, on va pouvoir retourner là-bas, parce que je pense qu'on a tous bien conscience que la NBA et le gouvernement américain et le gouvernement canadien n'ont pas tellement envie d'avoir des flux incessants d'Américains, etc. Parce que sans forcément critiquer qui que ce soit, le peuple américain, c'est pas forcément le couteau le plus aiguisé du tiroir, comme on pourrait dire, et que certains joueurs peuvent être amenés à faire quelques conneries. Je crois que c'est George Hill qui avait dit personne m'empêchera de voir ma famille. Bah ok, personne t'empêchera, mais du coup tu joueras pas, quoi. Enfin, c'est un peu embêtant. Je pense qu'il y a des joueurs qui prennent ça un petit peu à la légère. Et je comprends totalement les gouvernements respectifs des deux pays qui veulent pas, de ne pas vouloir de ce genre de situation. Donc je pense qu'on est parti pour faire une saison complète à Tampa Bay. Ce qui est pas plus mal, parce que si on fait une mauvaise saison, on pourra mettre ça sur le dos de la ville. Voilà, clairement. Tampa Bay aura une grosse équipe de football américain, une grosse équipe de hockey, mais niveau basket, ça sera leur faute. Voilà. On espère aussi, Alex, pour conclure, que la saison se termine aussi, parce qu'on voit beaucoup de matchs reportés. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant aussi? La NBA gère comme elle peut. Apparemment, ils ont annoncé qu'ils voulaient essayer de faire un All-Star Game. Je trouve que c'est une idée totalement pas intelligente. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la suite de la saison? Et comment rattraper les matchs? Parce que là, Washington, par exemple, a énormément de matchs qui n'ont pas été disputés.
Comment la NBA va faire? Non, mais là-dessus, on est tous d'accord. Hein. Moi, quand j'ai vu la news apparaître des potentielles négociations pour essayer d'organiser un All-Star Game, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Alors qu'il y a des matchs reportés qui s'accumulent, qu'on ne sait pas s'ils ont... Apparemment, quand ils ont annoncé le calendrier, l'annonce a été faite qu'ils avaient gardé une certaine marge pour pouvoir faire jouer les potentiels matchs reportés. Mais là, ça commence à faire beaucoup quand même. Ça commence à faire beaucoup. Donc, il y a un moment donné où il va falloir être fixé là-dessus parce que il va falloir organiser la deuxième partie du calendrier. On parlait là d'un retour potentiel de Toronto, des Raptors à Toronto. Moi, pour moi, c'est complètement définitivement non, vu la date à laquelle nous sommes. Hein. Je rappelle que le calendrier actuel va jusqu'à fin février, je crois. De mémoire. Ouais, début mars, il y a quelques matchs, dont un contre les Pistons d'ailleurs. Voilà, mais ça s'arrête début mars. Donc grosso modo, il reste un mois. Pour prendre la décision de rapatrier une équipe dans un autre pays, je pense que ça se prend assez tôt. Donc pour moi, c'est définitivement non. En ce qui concerne le fait que la saison aille à son terme, je pense que oui quand même. Je pense que la NBA a les moyens d'encaisser ce genre de retard et quitte à faire jouer les matchs reportés vraiment à la toute fin de saison. Je sais pas comment ça peut être fait. Mais oui, je pense que ça devrait aller jusqu'au bout. Par contre, pour moi, le All-Star Game, c'est non. Très bien, très bien. Loan, un dernier mot pour conclure et après, on va se quitter. Hein. Ouais, on peut souligner aussi par rapport à tous ces cas de Covid que les Raptors sont une des seules équipes à ne pas avoir eu de match reporté ni de cas de Covid, il me semble. En tout cas, ça m'a échappé. Pas parmi les joueurs, en tout cas. Ouais. Rare. Il y a eu Alex Len qui a été en protocole Covid, je crois. Mais bon, il a été coupé depuis, donc... Ouais. C'est pour les stats. Ça. On l'a envoyé rejoindre Washington, où eux, ils en avaient beaucoup. Un de plus, un de moins. Un de plus, un de moins. Non, il était en protocole, mais il ne l'a pas eu, je crois pas. Il était juste en protocole. Les Raptors ont eu 3 cas en début de saison. D'ailleurs, on a cru à un moment que c'était Lowry parce qu'il n'avait pas fait les photos d'avant-saison. On n'avait pas vu Lowry ni McCo, mais au final, non, je pense qu'il avait juste pas envie de prendre les photos et ils lui ont donné ce passe-droit. Mais non, c'était 3 personnes de l'organisation. Les Raptors sont très bons pour ne rien laisser filtrer, hein, parce que Woj et compagnie n'arrivent pas à donner les infos. Eux, ils en ont un peu rien à faire du secret médical. Je trouve ça un peu abusé d'ailleurs, les noms qui sortent comme ça. Les Raptors ont pris le choix de ne pas communiquer là-dessus et je trouve ça très bien, rien à filtrer. Donc voilà. Les Raptors, tu as raison de le souligner, Loan, on va conclure là-dessus. Pour l'instant, 0 cas, donc ça veut dire qu'ils sont assez disciplinés en dehors du terrain. Surtout en étant en Floride, c'est quand même un petit exploit. Voilà. On va conclure là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci les gars d'avoir participé. On se retrouve très prochainement pour les avant-matchs avec Alex, avec Étienne, tu participeras. Avec Loan, t'es le bienvenu pour une deuxième expérience à ce niveau-là. Merci à tous. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors. Let's go Raptors. Let's go Raptors. Merci Mike.